So let's get started. Good morning to those of you on the West Coast. Good afternoon to those. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont dans l'Ouest. Bon après-midi pour les autres. Bienvenue à ce webinaire du CSMC. Bonjour à vous. Mon nom est Amy Fogarty. Je suis gestionnaire à la Commission de la santé mentale du Canada. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur la santé mentale et la prévention du suicide au post-secondaire. My name is Amy Fogarty. I'm a manager at the Mental Health Commission of Canada, and I have the... Je travaille à CSMC. J'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire. On va pouvoir parler de la santé mentale des hommes et on va parler de beaucoup de sujets qui sont reliés justement aux hommes. Alors, pour commencer, je veux parler de certains points techniques avant de commencer. Alors, on a la chance d'avoir ce webinaire dans les deux langues officielles. Ça va être présenté en anglais avec interprétation simultanée en français. Alors, pour activer l'interprétation simultanée, cliquez sur le bouton d'interprétation en bas à droite de votre écran et choisissez votre langue. Je vous encourage tous d'utiliser ce service et vous pouvez donc participer à ce webinaire dans la langue de votre choix. Je vais répéter maintenant cela en français. d'offrir la participation à ce webinaire dans les deux langues officielles. Le webinaire se déroulera en anglais aujourd'hui. Il sera soutenu par la traduction simultanée en français. Donc, pour activer l'interprétation simultanée, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation au bas droit de votre écran et sélectionner votre langue préférée. Nous vous encourageons à activer l'interprétation pour vous assurer de participer au webinaire dans la langue de votre choix. Also for visuals, the webinar slides are... Aussi, les diapos de ce webinaire sont disponibles dans les deux langues. Alors, vous avez la possibilité de regarder les diapos en français. Vous pouvez regarder affiché en haut à droite et vous pouvez choisir la langue de la présentation visuelle. Vous pouvez aussi trouver les indications sur les modes d'affichage sur le PowerPoint lui-même. Si vous voulez poser des questions dans la langue de votre choix, vous avez la possibilité de le faire. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton des questions-réponses en bas. On va essayer de pouvoir répondre à ces questions à la fin du webinaire. Alors, indiquez à qui vous dirigez votre question ou si la question concerne tous les présentateurs. Pour commencer, à la commission, on essaie de développer des ressources et on veut avoir différentes perspectives. Et on veut aussi avoir des actions collectives. Nous sommes sur les territoires non cédés des Algonquins à Ottawa et je parle moi-même de la ville d'Ottawa. Et le travail qu'on fait pour assurer une initiative avec toute la sécurité possible, on veut que tout le monde puisse être écouté. Comme organisation, nous travaillons sur plusieurs points depuis 5 ans et pendant ce temps, on a écouté beaucoup les étudiants de postsecondaire qui ont à faire face à des problèmes de santé mentale, surtout des réalités reliées à leur vie étudiante et des barrières à leur bien-être. Alors, la Commission, on veut obtenir une meilleure compréhension de ces réalités pour appuyer les institutions dans leur travail pour donner des environnements plus sûrs, pour aider les étudiants. Aussi, on veut prendre un moment pour reconnaître que beaucoup parmi vous ont peut-être une connexion personnelle, peut-être à la question de la santé mentale, le suicide, et vous travaillez peut-être déjà en prévention du suicide. Alors, si peut-être que vous avez des amis et des membres de votre famille qui ont eu des problèmes reliés à cette réalité sensible. Alors, s'il y en a qui ont besoin d'appui psychologique aujourd'hui ou plus tard, vous avez la possibilité de le faire. On a une liste ici à l'écran, certains des groupes que vous pouvez consulter en tout temps. Alors, on aura aussi dans le chat différentes ressources et des outils utiles qui sont à l'instant même sur le chat. Alors, vous pouvez copier cela pour vous-même ou pour les personnes qui vous pensez qu'ils pourront en avoir besoin.
Pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, qui ne connaissent pas trop la Commission de la santé mentale du Canada, il faut savoir que ça fait à peu près 15 ans, en 2007, que ça a été créé par le gouvernement du Canada. Un de notre premier travail ça a été en 2012. On a établi différentes priorités et recommandations sur lesquelles on continue à travailler pour guider notre travail. Et maintenant, en 2023, on a développé des programmes innovateurs et des outils pour appuyer le bien-être et la santé mentale de nos gens. Comme organisation, on reçoit de financement de Santé Canada par des partenariats aussi avec des gouvernements provinciaux, territoriaux. Il y a des fondations, le secteur privé et des donations aussi du public. On est une organisation à but non lucratif et on est aussi enregistré comme organisme de charité. Et notre objectif est vraiment mettre l'accent sur la santé mentale et aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale et leurs familles et aussi d'autres groupes. Et nous croyons que les personnes devraient avoir vraiment la possibilité d'atteindre leur potentiel complet. On est connu pour donner des bons programmes de formation, pour aider les personnes des communautés. On a des programmes de recherche aussi pour mettre de l'avant des valeurs importantes. On travaille sur la prévention du suicide, la discrimination, accès à des services de santé mentale appropriés, aussi pour les abus de substances. Il y a 10 ans, on a travaillé beaucoup là-dessus. On avait Et finalement, la santé mentale, travaille beaucoup pour les jeunes, les étudiants postsecondaires. On va parler de ça particulièrement aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on veut partager avec vous d'autres éléments de la recherche en santé mentale et au Canada et aussi des normes pour les étudiants postsecondaires. La prévention du suicide, on va en parler beaucoup dans ce webinaire aujourd'hui. On va contextualiser un peu aussi, voir un peu les normes, pour avoir vraiment une vision plus globale de la situation. Et finalement, on est très excités d'entendre des experts sur la question, des professionnels, des étudiants eux-mêmes qui vont venir parler de leur expérience en matière de prévention du suicide et de santé mentale. Et je suis très heureuse qu'ils soient avec nous aujourd'hui. Et on va pouvoir discuter de l'importance des questions reliées à la santé mentale et ce que les institutions peuvent faire pour encourager le bien-être des personnes. Aussi, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de données sur ces questions pour examiner certains comportements reliés au sexe, etc. Il faut voir comment le sexe et le genre peut être reliés à tout cela. L'approche binaire est une approche qui peut sursimplifier un peu les enjeux. Alors, dans le webinaire aujourd'hui, on va parler des différentes difficultés, de distinctions de genre, mais on essaie de prendre en compte les recherches pour voir les différences en matière de genre pour ce qui est de prévention du suicide. Pour les populations des hommes au Canada, il y a beaucoup d'identités qui existent en plus du sexe et du genre. Le Canada a les hommes sont à peu près de la moitié de la population et 1 sur 4 appartient à des groupes racisés, des personnes d'origine africaine, asiatique, etc. Il y en a 800 000 qui sont considérés qui s'auto-identifient comme des hommes autochtones dans l'ensemble. Il y a 4 de la population qui s'identifient comme des membres de la communauté LGBTQ+. Le quart de ces personnes s'identifient comme homosexuels. 75 d'entre elles sont en genre ou non-binaire. On veut essayer de mieux comprendre la diversité des différents groupes d'hommes et comment la géographie, la culture et l'intersection de genre et de systèmes de pouvoir, d'oppression, etc., peut créer des relations intersectionnelles importantes. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le premier vice-président responsable en chef des programmes de la Commission de la santé mentale du Canada, Ed Mantler, qui va vous donner un peu de contexte. C'est un visionnaire et un expert en matière de partenariat pour mettre de l'avant les objectifs
Ed aussi est très actif dans nos différents programmes. Il veut faire la promotion de la santé mentale au Canada, veut changer l'attitude des Canadiens face aux réalités de santé mentale. Il met l'accent sur la réduction des préjugés. Il veut utiliser les programmes que nous avons pour améliorer le bien-être. Il veut travailler sur la prévention du suicide partout au Canada. Ed a une maîtrise en administration des affaires. Alors, c'est mon plaisir de présenter Ed qui va modérer le panel aujourd'hui. Et maintenant, il va vous présenter des informations importantes sur la prévention du suicide et les questions de genre. Merci, Ed. Merci beaucoup, Amy. Je ne savais pas que l'introduction allait être autant détaillée. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui comme modérateur pour cette discussion très importante. Merci à tous et merci d'être présents. Nous parlons beaucoup de la santé mentale des hommes. On voit tout le travail important qui a été fait et tout ce qui doit encore être fait. Je veux vous encourager à réfléchir sur comment on peut faire des partenariats et travailler ensemble comme communauté pour éviter les morts par suicide chez les hommes. Le suicide, c'est une cause de décès importante au Canada. Il y a 4 500 personnes de décès par suicide qui surviennent chaque année au Canada. Les données sur le suicide nous disent que les taux ne sont pas également distribués parmi les genres. Il y a un paradoxe de genre. Les femmes font plus de tentatives de suicide, mais les hommes sont plus appelés à mourir de suicide. Alors, des 4 500 décès par suicide qui se sont produits, des douzaines de personnes chaque jour, alors 75 sont des hommes. La santé mentale et le suicide chez les hommes, c'est des facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Les risques de suicide, ça varie beaucoup parmi différents groupes. Comme Émile l'a mentionné, les hommes sont composés de personnes de groupes très différents. Il faut voir les différents groupes et il faut vraiment il faut voir les différents déterminants sociaux, l'exclusion, expérience de l'exclusion, etc. Il faut avoir une approche intersectionnelle également. Alors, pour mieux comprendre pourquoi les hommes meurent 3 fois plus par suicide que les femmes, qu'est-ce qui peut augmenter le risque de suicide et comment on peut améliorer les pratiques de prévention pour les besoins particuliers des hommes. L'équipe de prévention de la suicide de la Commission a fait une étude profonde en 2022 et les résultats ont montré différents facteurs qui ont contribué à une augmentation des risques pour les hommes. Par exemple, les dépressions de type masculin caractérisées par des symptômes par l'utilisation de substances, impulsivité, prendre des risques, etc. Non seulement il y a beaucoup de ces symptômes qui sont des facteurs de risque qui peuvent mener au suicide, mais ce n'est pas toujours bien mesuré quand on utilise des outils de diagnostic traditionnels. Ça peut contribuer à ne pas pouvoir repérer des dépressions chez les hommes. Aussi des conformités aux normes masculines traditionnelles, la résilience, la force, tout cela, ces stéréotypes masculins, ça a été lié à un risque de suicide plus élevé. Ça peut créer des attitudes négatives reliées à la santé mentale et reliées à la compréhension des bénéfices de chercher de l'aide. Connaissance de la santé mentale aussi, la recherche d'aide, c'est important. La littératie en matière de santé mentale, c'est très important parce que sinon, ça peut amener à ce que la personne n'ait pas cherché de l'aide. Alors, les hommes sont souvent moins au courant et moins capables de reconnaître les risques, les éléments de la maladie chez eux et chez les autres, mais souvent aussi, ils mettent des freins pour ce qui est de la recherche d'aide. Alors, ils peuvent aussi abandonner plus facilement les traitements s'ils les commencent, ces traitements. La dépression, l'utilisation de substances, la solitude, manque de connexion avec les autres sont des risques créent des risques très élevés. L'alcool, beaucoup ou sur une longue période de temps peut aussi empirer la dépression, des symptômes de dépression, éliminer l'inhibition et mener à des risques plus élevés de suicide. Les hommes
peuvent recevoir davantage de diagnostics d'utilisation excessive d'alcool, mais souvent, on voit qu'ils ont un plus haut niveau d'alcool dans leur système au moment du décès par suicide. Le risque est parfois plus élevé chez les hommes qui ont des dépressions. Euh, la recherche indique bien que les hommes sont plus à risque lorsqu'il y a une rupture amoureuse après un divorce, par exemple. Ça augmente considérablement le risque de suicide. Les hommes sont 6 à 8 fois plus susceptibles de mourir par suicide que les femmes après une séparation, par exemple. Et quand on pense aux étudiants et comment cela se combine avec la réalité des hommes dans le monde postsecondaire pour ce qui est des facteurs de risque, c'est complexe. L'éducation postsecondaire, c'est quelque chose d'excitant et d'exigeant à la fois. Cependant, la démographie des jeunes étudiants évolue rapidement. Les étudiants, de plus en plus, doivent faire face des défis de plus en plus difficiles. Logement, alimentation, insécurité, qui souvent se combinent à des problèmes de santé mentale déjà existants. L'intersection de l'âge et des problèmes de santé mentale, c'est important. Les années postsecondaires, souvent, c'est à un âge où les personnes sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé mentale. 75 des gens qui reçoivent un diagnostic de problèmes de santé mentale entre l'âge de 16 et 24 ans pour le premier diagnostic. Entre 2018 et 2022 au Canada, les symptômes d'anxiété ont augmenté par 29 chez les étudiants. En même temps, en 2022, un étudiant sur 3 a déclaré que les services de santé mentale de son établissement ne répondaient pas à leurs divers besoins. Et il y a des données cette année aussi qui révèlent qu'il y a des étudiants demandent moins souvent de l'aide, de counseling et autres, et cherchent d'autres formes d'appui. Maintenant, je passe la parole à Sarah qui va partager un peu plus des normes reliées aux étudiants postsecondaires et comment ça se combine à leur vie de tous les jours. Merci beaucoup. Je m'appelle Sarah. Je travaille aussi au CMMC. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je dois mentionner l'importance de la santé mentale et l'approche intersectionnelle. Le modèle, qui est un des modèles pour les recommandations de normes, ça indique les influences sur la santé mentale et le bien-être. Ça touche des facteurs de différents choix, de normes sociétales et tout cela. Il y a une interconnexion entre les individus, le personnel et des facteurs institutionnels également. L'intersectionnalité en la santé mentale et les déterminants sociaux comme le logement et l'alimentation, ça a un impact important sur des facteurs sociétaux en matière de santé mentale. C'est clair que l'accès à tout cela, c'est pas seulement, ça peut créer davantage de problèmes de santé mentale. Quelles sont les normes pour vous qui êtes peut-être ici pour une première fois? Il y en a d'autres qui ont déjà entendu parler de ça, mais la norme, c'est un outil volontaire qui vise à susciter de nouvelles actions, à fournir des orientations, surtout pour les étudiants postsecondaires partout au Canada. Ça donne une chance aux établissements de mettre l'accent sur les étudiants et c'est basé sur un engagement de la part des établissements. C'est conçu aussi pour être adapté aux expériences de chacun, quelle que soit la démographie des étudiants. Ça veut dire qu'il y a des institutions qui peuvent déterminer leurs propres priorités, peu importe où ils se situent. Il y a des approches holistiques de la santé mentale aussi. On met l'accent sur différents niveaux en même temps. On veut comprendre et faire face à différents éléments avec des modèles psychologiques. Ça signifie qu'il y a des institutions qui essaient d'appuyer les étudiants dans leurs besoins, alimentation, logement, toxicomanie, etc. Et on veut travailler avec les normes pour que les institutions soient conscientes de l'interconnectabilité de tous ces éléments. En plus de ces modèles,
Il y a aussi des principes directeurs. Alors, il faut que ce soit être axé sur les étudiants, l'équité, diversité et inclusion, on faut se baser sur les connaissances. On veut faire la promotion de la santé et la réduction des dommages, avoir une communauté, une culture bien dynamique et avoir une amélioration continue. On veut guider les institutions pour qu'on comprenne bien les causes de tout cela, avant de proposer des actions. On veut mettre en place différents comités avec les professeurs, les étudiants et tout le monde. On veut mettre en place ces principes et ça revient aux établissements de faire cela. On sait que les étudiants ont identifié différentes barrières. Problèmes de confidentialité, manque de temps, des problèmes reliés à la santé, des choses qui pourraient être bénéfiques, auxquelles ils n'ont pas accès. C'est important de mettre l'accent sur les amis, la famille également. Les hommes aussi indiquent des éléments déclencheurs différents pour ce qui peut les mener au suicide, la compétition et autres. La famille, pression familiale, les ruptures amoureuses, etc. Les normes doivent être révisées continuellement. C'est important que les institutions mettent l'accent au sein de leurs établissements avec une bonne expertise basée sur les données probantes, qui connaissent bien les nouvelles tendances, etc. On espère que la discussion d'aujourd'hui va vous donner des exemples pratiques pour mettre en place les principes pour aider les hommes avec des problèmes de santé mentale. On le sait que tout cela joue un rôle important sur les campus. Il y a il faut voir la nature avec toutes les facettes des problèmes. Il faut bien reconnaître que beaucoup de ces facteurs sont interreliés. Les institutions doivent donner accès à différents services en aval et en amont, surtout pour ceux qui ont vraiment des besoins, counseling, etc. Il faut avoir une approche complète, donner des formations aussi pour donner aux étudiants une gamme d'options pour les aider dans leurs problèmes de santé mentale. Il faut aussi avoir des approches reliées à la culture. En 2021, 2 tiers, 68% des campus ont dit qu'ils ont eu des relations avec des instances de santé mentale à l'extérieur pour les aider. On entend parler de différentes initiatives qui ont appuyé les établissements pour offrir davantage de services. C'est bien d'avoir différentes options pour les besoins qui sont très variés, pour les faciliter aussi le succès académique. Il faut bien refléter les besoins de chacun. Et, merci, Sarah. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Megan Barrett-Perstein. Je suis une analyste. Je travaille aussi au sein de l'équipe de prévention du suicide. Alors, comme Sarah le disait, j'ai présenté différents points plus tôt. On sait que l'appui donné aux hommes doit faire face aussi à une diversité de besoins. Il faut que ce soit acceptable sur le plan culturel aussi. On sait que les différentes expériences des différentes populations que l'on sert peuvent varier. Il faut voir aussi les bénéfices pour les différents types de groupes. Alors, les efforts doivent prendre en compte il doit prendre en compte les questions intersectionnelles et les réalités culturelles. On doit aussi prendre en compte des facteurs qui augmentent les risques chez les hommes. On vient d'en parler tout à l'heure, par exemple, consommation de substances, dépression, isolement, stigmatisation et l'adhérence à des normes masculines.
Alors, il faut tirer parti de ce que nous savons des préférences des hommes, des différentes ressources sur Internet, reliées à des professionnels de santé mentale. Alors, c'est important d'avoir accès à des ressources en ligne, avoir un langage qui soit accessible, aussi avoir des stratégies interactives pour améliorer la littératie en matière de santé mentale. Finalement, c'est important d'avoir une approche variée. On- on- il faut, euh, il faut pouvoir s'adapter aux différentes cultures, aux réalités socio-économiques de chacun. Alors, on voit les différentes populations à qui on offre des services. Alors, la littératie, connaissance en santé mentale, intervention précoce et gestion de crise, c'est très important. C'est important de faire en sorte que les profs et les étudiants reconnaissent bien l'importance de la santé mentale, qu'ils puissent reconnaître les comportements précoces et les signes précurseurs et de vraiment pouvoir réagir en période de crise. Alors, on veut vraiment voir ça comme une responsabilité partagée entre les étudiants, les professeurs, les administrateurs. On veut faire la promotion de la santé mentale et prévenir les suicides sur le campus partout et de façon à faire tomber les barrières. Pour appuyer la littératie en cette matière, surtout dans le secteur postsecondaire, il faut mettre l'accent sur l'importance de bien comprendre tous ces éléments. Donc, la littératie, c'est important. Il faut réduire la stigmatisation et on veut contribuer à vraiment une meilleure connaissance des réalités. Les étudiants et les professeurs doivent reconnaître les différents facteurs. Les hommes, on le sait, sont moins susceptibles de reconnaître les différents signes. Il faut donc augmenter leur littératie et en particulier, il y a un grand besoin pour mieux connaître les diagnostics de dépression. Hein, ce n'est pas nécessairement typique de ce qu'on pense que ça doit avoir l'air, la dépression. Alors, on doit bien expliquer ces sujets complexes pour aider les hommes, le personnel, les étudiants à reconnaître les dangers, pour contribuer à ce que les personnes demandent de l'aide. Comment savoir comment, quand et où obtenir de l'aide? Ben, il faut communiquer aux étudiants pour qu'ils connaissent bien les ressources qui sont disponibles pour voir comment ils peuvent avoir accès à tous ces services. Euh, Il faut voir comment les hommes peuvent obtenir de l'aide, montrer ce qui peut avoir été efficace dans le passé, qui pourrait l'être à nouveau dans l'avenir. L'information sur les bonnes pratiques pour le personnel et les professeurs, c'est essentiel pour avoir une intervention tôt dans le processus. Ça signifie donc connaissance des enjeux et des ressources sur campus et hors campus. Et finalement, il faut savoir comment intervenir lorsque nécessaire. C'est très important. Ça prend un protocole, une formation pour les professeurs, les étudiants et les administrateurs pour voir comment ils peuvent intervenir pour faire pour éliminer l'augmentation de la crise. Et finalement, dernier mais non le moindre, ceux qui interviennent doivent avoir accès à un appui eux-mêmes. Prochaine diapo. Alors, cela étant dit, on voulait relever les différents programmes qui sont là pour faire une détection tôt dans un processus, pour voir vraiment ceux qui pourraient être à risque. Et il y a de la formation offerte par le CSMC, améliorer la littératie, améliorer la question de la stigmatisation et vraiment tout faire pour diminuer les risques. Et finalement, il y a des conférences qui sont offertes par différents groupes, de la formation. Si vous êtes intéressé dans différents programmes, faites-nous signe. Merci à tous et à vous. Merci, Megan.
c'est très important pour nous d'avoir cette perspective comme étudiant. Et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'étudiants qui ont parlé de leur propre expérience et je pense que c'est intéressant de les avoir avec nous dans ce panel. Alors, on va pouvoir parler avec eux. Euh, alors, on a parlé d'un étudiant qui était content de déménager au Canada, qui, évidemment, qui a dû faire face à différents problèmes d'anxiété, hein. Il a dit qu'en Jamaïque, j'avais eu différentes difficultés. Euh, euh, En tant que président, il plaide droit pour la diversité, pour aider les professionnels de la santé et pour aussi de programmes dynamiques pour assurer le bien-être. Sa plaidoirie de pouvoir de créer un avenir plus meilleur pour les individus. Alors, on serait ravis d'entendre les panels vis-à-vis de ce sujet, mais avant de faire cela, j'aimerais vous offrir des soutiens qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser pendant ces discussions. On reconnaît que la discussion comprend la discussion de la santé, la santé mentale et les enjeux confidentiels. Alors, si vous avez besoin de support, n'hésitez pas à faire référence à ces ressources disponibles. Et on va aussi partager ces ressources dans la boîte de clavardage. Alors, on va présenter nos panélistes pour donner le coup d'envoi à la présentation. Merci beaucoup, Sarah, et merci beaucoup, Megan. Merci beaucoup pour ces renseignements fort importants. Alors, je suis ravie de pouvoir céder la parole à nos panélistes qui, de manière très généreuse, sont en train de nous offrir leur temps aujourd'hui, ainsi que leur connaissance, expertise. Alors, de cette manière, on peut mieux comprendre comment on peut soutenir la santé mentale dans le secteur postsecondaire. Alors, on va entendre de la part de les vécus, des programmes de recherche, de succès, différentes initiatives communautaires et qu'est-ce qui est nécessaire pour faire progresser ce sujet sur les campus. Alors, j'ai hâte de la part des panélistes. Nous avons le docteur John Olive, qui est un prof et qui est un fondateur et chercheur principal du programme de recherche sur la santé des hommes à l'Université de Colombie-Britannique. Alors, il est aussi il est en train de ils font justement sur la musicalité et l'influence sur la santé mentale et la gestion de bien-être et l'impact sur les familles et la qualité de vie. Sa recherche offre des conseils pour pouvoir faire progresser la promotion de la santé mentale, y compris la prévention du suicide. Par la suite, nous avons Daniel Major. Daniel italien multitude sur le territoire visé par le traité 7 à Calgary est en train de compléter son troisième année de médecine à l'Université de l'Alberta. Il est en train de vivre dans Silver Lake, à Bird Lake, Alberta. Daniel est un est passionné à différents paliers gouvernements. Il siège aussi sur la comité technique pour créer la norme nationale vis-à-vis le bien-être des étudiants postsecondaires. Alors, il est intervenant et il est un membre aussi du comité consultatif de l'Université d'Alberta pour la mise en œuvre de la norme. Alors, on est aussi juste à Joseph Kevin Israel. Il était, il a assisté à l'Université Ambrose et aussi le membre de l'équipe d'éducation pair pour la session 2022-2023. Joseph est membre de l'effectif à l'Université Ambrose en tant que conseiller d'admission et aussi de recrutement. Il est engagé de pouvoir aider les élèves de faire face aux défis quotidiens, leur soutenir la santé mentale pour en créer des occasions pour avoir des discussions importantes. Il était un pionnier pour le déjeuner des femmes à l'Université Ambroise. Il est passionné pour créer un environnement sain et de bien pour les étudiants et étudiantes. Nous avons aussi Tracy Alcott. Tracy est coordinatrice de bien-être à l'Université d'Ambrose dans la dans le ministère de l'Église. Elle encourage les élèves pour pouvoir entamer des pratiques sécuritaires en matière d'esprit, entre autres. Alors, elle coordonne les conseillers qui desservent les élèves à l'Université Ambrose. Elles offrent aussi du coaching
Il est responsable aussi pour les défendeurs qui offrent des ressources sur campus. En 2022, Tracy a été chef de file pour offrir le déjeuner en matière de santé des hommes, pour offrir la discussion vis-à-vis la santé mentale des hommes, qui a été suivi par l'initiative euh, mensuelle pour les élèves. Et par la suite, nous avons Connor Lafortune. Et il vient de Doski sur notre, un territoire visé par un- le traité. Alors, il est un archevêque queer, est un francophone, puis il travaille principalement dans la promotion de la vie, la réduction des torts et l'éducation autochtone. Connor est membre du Conseil des jeunes de la Commission de la santé mentale du Canada. Il est en train de compléter sa maîtrise dans les relations autochtones. Il est un poète, un aidant et un être humain plein de passion. Connor va aborder notre session un petit peu plus tôt, mais on est reconnaissant qu'il a pris le temps de prendre le temps de se joindre au panel. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer et par la suite, on sera en contact avec Connor pour répondre à toutes vos questions. J'ai quelques questions pour les panélistes moi-même, mais j'encourage à tous et toutes d'utiliser justement la fonctionnalité de questions-réponses pour pouvoir mettre de l'avant vos questions et par la suite, on va pouvoir y répondre à fur et à mesure. Alors, en premier lieu, chers panélistes, alors, en vécu de votre vécu, votre expérience professionnelle, pourquoi il est important de parler de la santé mentale des hommes et pourquoi donc c'est important aussi dans l'espace postsecondaire? Daniel, est-ce qu'on pourrait commencer avec vous? Sure, thanks, Ed. And I'm Merci coming to beaucoup. you Et in a dimly lit call room alors, right here je in vous appelle Washington 360. And d'une salle assez thanks for sombre dans le the pétage de le opportunity. So territoire I visé was visiting par Massachusetts Red for River. Alors, 2 years lorsque j'ai visité les Massachusetts pendant mes premières medical 2 années degree. de And mon you know, I trained éducation thoroughly médicale, j'ai in été Western medicine, formée but I dans hoped la médecine to become occidentale, mais on medicine nous a invités par un aîné de specialist. participer justement à une And cérémonie de experiencing purification. Puis à la fin de cette overcoming expérience, c'était très various clair obstacles. que ça, c'est vraiment de la So médecine. thank you for the invitation Alors, to j'aimerais vous introduce remercier pour cette what invitation d'être présent. Je sais qu'il y a plusieurs ACB individus services qui sont what impliqués dans ACB les services services aux provide étudiants de for pouvoir offrir ces GALP services accessibility services. en So matière as a student d'accessibilité. J'aimerais vous remercier en attending tant a full-time campus qu'étudiant qui program, va à un établissement it's postsecondaire. J'aimerais vous important remercier pour tout que vous to faites me pour les to élèves. first C'est un sujet fort important. launch Alors, into how that tout makes sense to me justement, because as a person tout who mon has been départ dans les dépourrés à experientially cause d'un vécu one of the most challenging times in my life, un des moments plus and difficiles just dans ma vie. tell you and give you the heads up Justement, that j'aimerais vous I'll be partager mentioning que some je vais dire que je vais topics mentionner des related to suicides pour justement pour with a pendant ma time in my life présentation. where Alors, c'est un I moment dans was ma vie pretty où severely depressed, having j'étais suicidal assez ideation pretty much every day, déprimée, and it j'avais seemed des impossible idées to de reach suite tous out. les jours et le fait que And so de since demander pour then, l'aide, I've malgré tout accumulated le stigma que internalized j'avais fears accumulé with social de media mon and côté. Et acquaintances and alors, c'était à clinics travers and un rendez-vous doctors que at j'ai the pris avec University Health Center un médecin au under the centre guise of like a universitaire. approach Je with sais, someone. c'était avec Like this is the level cette- of stigma that was getting c'était placed on me. I un went rendez-vous veillé sat parce que je disais next que to anyone que about j'avais un problème de peau. Alors, je partageais what pas I avec la did and what I didn't, réceptionniste and this is la who raison I pour know mon and rendez-vous see parce que je savais que ce in my médecin avait seulement 10 000 pour me voir clinic pendant ce rendez-vous et par la suite, and je other me présente crime en cookies lui that are indiquant sad every day. de manière que And j'étais toujours that triste tous was les jours. Et pretty cela, c'était difficult énorme to pour do. moi So de I pouvoir think faire one cela. thing Alors, that's je crois qu'un important élément qui est important, c'est me reaching out, a les hommes qui masculine se mettent en being just contact, reaching out alors in les hommes situations masculins démontrent where justement de no la matter what confiance et la role you're sécurité qu'ils occupying, ont and I envers vous, malgré le encourage rôle que vous us to be able occupez. Je vous to encourage d'être capable de to reconnaître honor that. cela et de Um, pouvoir a couple other reasons why this topic is so important to me l'honorer. Et c'est la is raison pour laquelle ce sujet est tellement during important pour moi. C'est pendant justement my ma previous degree. formation postsecondaire. I'm a really big believer in Je healthy crois mental formellement healthy classrooms. dans des classes, une formation saine. Suicide was a professor at Et juste, Wharton, oui, as il y a well un as professeur Rabbi Suicide is a friend of Stephen qui est Gugish, décédé who's been suite à un leading some suicide et c'était un psychiatric membre aussi qui est research décédé auprès developments. de notre Um, communauté. Ça a un impact sur nous tous. and one thing, Et il y a un I won't go on élément, too long because je veux I'm pas happy to hear
prends la parole trop lent. Je suis ici pour entendre la part des autres panélistes. Mais oui, il y a des intersections qui sont fort importantes que nous avons besoin d'aborder. En tant qu'étudiant de la fac de médecine, je n'ai pas parlé justement de la dépression. C'est la première fois que on aborde ce sujet. Puis, on m'a en train de m'enseigner pour faire du dépistage de dépression pour les hommes. Et ça, c'est un point préoccupant. Mais qu'est-ce qui est important aussi, l'intersectionnalité qui comprend les gays, trans, et l'autochtone et toutes les gens masculins. Et c'est non seulement important de reconnaître d'être à risque, mais pourquoi? Alors, quels sont les contributeurs? Alors, par exemple, le manque d'emploi, la perte de culture, les faibles revenus, la consommation, la violence, le traumatisme, des épisodes dépressifs, la violence intergénérationnelle. Il y a tellement d'éléments. C'est des éléments que nous avons besoin d'aborder, non seulement d'être à risque de quelque chose, mais la raison pourquoi notre société, par sa propre conception, est en train de créer des risques pour les individus. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup pour ce partage de cette perspective. Et je crois que votre expérience et les interactions entre le stigma et l'accès aux services est un élément qu'on connaît davantage, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup d'avoir partagé. Joseph, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi cette discussion est tellement importante? Alors, je suis un étudiant international de Nigeria, puis les hommes ne démontrent pas leur faiblesse. Alors, vous ne pouvez pas pleurer, vous ne pouvez pas démontrer vos émotions, vous ne pouvez même pas parler de la dépression parce que vous êtes un homme. Vous ne pouvez pas démontrer aucun type de faiblesse. Il y a justement des individus qui sont décédés parce qu'ils n'avaient aucune personne disponible pour leur parler. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire d'ouverture, alors vous êtes stigmatisé. Avant de même avoir la discussion, vous vous retrouvez que une, ce qui a été abordé a été déjà partagé avec les autres. Alors, alors, on se dit qu'on n'est pas capable de faire cela et les gens ont peur de parler et, et que les hommes ne peuvent pas démontrer leur faiblesse. Excusation, surtout, j'ai vu cela moi-même. Alors, j'étais une victime d'agression sexuelle. Il n'y avait personne avec qui je pouvais partager ce fardeau. Il n'y avait personne qui serait capable de comprendre. Alors, j'ai commencé à ressentir et que cela a une incidence sur ma vie et j'ai décidé je préférais de prendre la parole au lieu de mourir dans le silence. Et pouvoir d'apprendre que certains éléments pouvaient apprécier cette démonstration, c'était vraiment une bénédiction de rencontrer Tracy qui m'a aidé de passer à travers tous ces différents traumatismes et j'étais capable de d'envisager comment les hommes pourraient se défendre. Alors, dans mon rôle professionnel que j'occupe ici à l'université, j'étais capable que plusieurs de mes amis qui sont des hommes, ils trouvent ça difficile de même dans une école que c'est plus restreint comme environnement, les gens ne trouvent pas c'est facile de dire, Hey, ma famille me manque. Alors, lorsque je vois que mes amis qui viennent de d'autres pays africains, de mon pays natal, c'est difficile pour eux lorsque leur famille leur manque. Tu sais, moi, je pensais que perdais la boule pendant 3 mois parce que je n'étais pas capable de parler à ma famille, avec ma famille. Ma femme était enceinte à la maison et je savais pas qu'est-ce qui passait. Je ne sais pas comprendre les réflexions, qu'est-ce qui me passait à l'esprit. Je pensais que c'était simplement une question que j'étais paresseux. Parce que c'est la manière dont on s'envisage, parce qu'on est des hommes, on doit seulement se penser au travail, de faire de l'argent pour notre famille et ces genres d'éléments. Alors, suite à ces interactions, j'ai vu cela, il y a beaucoup de travail à faire de ce champ. Plusieurs individus sont invités de se taire et si les gens ne savent pas votre vécu,
Ils veulent pas savoir. Puis des fois, de garder ce secret, ce fardeau à soi-même, c'est difficile. Alors, je suis ravie de pouvoir avoir cette occasion d'attaquer ce sujet et même du fait de pouvoir de parler de la santé mentale des hommes, ça c'est quelque chose de fort important. Alors, je suis tellement contente de faire partie de cette initiative. Merci beaucoup, Joseph, de faire partie. Merci pour ce partage de votre vécu avec nous. Est-ce que je peux maintenant céder la parole à Connor? Oui, bien sûr, Chewich, Kenoa. Bonjour, je suis fort reconnaissant de faire partie de la discussion. Je pense que c'est tellement important, surtout en tant que personne jeune dans le postsecondaire. Je crois que c'était un sujet qui n'est pas abordé. Je passe beaucoup de temps avec les Autochtones, les hommes et des hommes autochtones plus spécifiquement. Alors, je pense que c'est de pouvoir guérir ce traumatisme intergénérationnel. Lorsqu'on parle justement des peuples autochtones et nous, en chirurgie, on parle des cercles des femmes, nous avons des sessions de guérison tout différentes. Ça vient avec la guérison et ces voix qui sont capables d'être élevées. Toute la partie de langage qui est reflétée dans cet espace. Mais normalement, souvent, on n'a pas des espaces pour les hommes. Et la plupart du temps, c'est notre propre faute, on ne peut pas se rassembler. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un leg parce que les gens n'ont pas ou les hommes n'ont pas le temps de se rassembler, de se parler, de se guérir du traumatisme qui découle de la colonisation et et on voit justement la violence envers les membres de la famille et de pouvoir exprimer les éléments qui sont vrais dans la culture, qui démontrent juste les effets de la colonisation. J'aimerais vous partager une anecdote. J'ai fait partie d'un groupe d'hommes autochtones pendant une semaine, puis on a parlé justement comment on peut s'élever, de s'épanouir. On fait des exercices, on a fait de la poésie, puis c'est super de pouvoir faire cela avec un groupe divers d'hommes. J'étais assez jeune dans le groupe, tout le monde avait entre 40 et 90 ans. Alors, c'est super de pouvoir à la fin de cette session, on a vu ce cercle de partage avec 150 hommes, puis on était capable de passer de plus, mais je pense que ça a pris 3 heures et demie en effet, puis à la fin, une des coutumes que nous avons, on donne un câlin. Alors, vous donnez la main à quelqu'un. Alors, tout le monde est capable de le faire à 2 reprises. Alors, ça a commencé justement avec, tu sais, le fait de commencer la main, puis par la suite, ça s'est transformé justement, ces gros câlins. Alors, évidemment, c'est super. C'est pour beaucoup le câlin que les gens ils voulaient, ils voulaient se tenir, puis on a fait ça à 2 reprises. Justement que ça a pris 20 minutes de donner des câlins parce que les gens voulaient pas relâcher ces sentiments. Les gens étaient en train de pleurer, ils étaient émotifs et de faire preuve de vulnérabilité. C'est la chose la plus belle que j'avais vue. C'est pas quelque chose qu'on vit alors, surtout dans les groupes des hommes autochtones. Alors, le fait de s'attaquer à ces gestes, c'est de se sentir pas seul. Lorsque vous avez des cercles de partage, alors de pouvoir s'exprimer et de partager votre histoire, les gens sont capables de le comprendre et c'est fort validant. Alors, les gens, par exemple, je dis, j'ai vécu ce type de traumatisme et lorsque c'est leur tour à parler, oui, moi aussi, j'ai vécu ce traumatisme. Alors, ce cercle de partage lorsqu'on a peur de survie. Moi, par exemple, il y a 3 ans et demi que je suis sobre et lorsqu'on a fait ce partage, à quelle fois qu'est partie la sobriété, que ce soit un jour ou 4 ans ou 3 mois, tout le monde a vraiment fait une salle d'applaudissements puis a félicité l'individu. On est tellement fiers de vos efforts. Et leur avoir cela aussi dans un groupe d'hommes, c'était tellement reconnaissant. Alors, ça nous donne aussi de devenir quelque chose de plus important, de pouvoir promouvoir cela auprès de nos familles et nos enfants lorsqu'on essaie pour pouvoir promouvoir la santé, l'équilibre dans toutes les différentes sphères de la vie. Alors, je crois que j'ai répondu à la question. Jimmy Welch, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Quelle belle histoire. Merci beaucoup pour ce partage. C'est super de vous voir à nouveau. John, vous apportez plus une optique de recherche à cette question, la raison pour laquelle c'est tellement important d'aborder le sujet de la santé mentale des hommes. Oui, j'aimerais juste reconnaître Daniel et Connor Joseph. Vraiment, c'est vraiment des, euh, des, des beaux exemples de pouvoir normaliser la discussion, de pouvoir bâtir ces liens. Alors, un des éléments qu'on fait, c'est de comment pouvoir faciliter ces discussions parce que des fois, on ne s'attend pas que les hommes vont prendre la parole et ça fait partie justement de cette rupture.
C'était l'idée de demander, poser des questions, de reposer des questions et de faire un suivi. Par la suite, c'est vraiment des éléments clés pour pouvoir faciliter cela parce que qu'est-ce qu'on peut, lorsqu'on s'attend que les hommes de prendre la parole et le partage, ils le font. Ils ont juste besoin de l'affirmation, la permission de le faire. Alors, des fois, on se retrouve dans des groupes, on voit à plusieurs reprises que justement, du travail basé communautaire en matière de santé mentale avec les hommes, ça peut bien se manifester si on peut créer l'environnement ou les espaces et seulement de pouvoir connecter avec des amis, alors ça peut jouer un rôle important. Je pense que cette idée de pouvoir le faire en amont et d'avoir ces discussions qui portent sur la promotion de la santé, de bâtir des liens individus et d'avoir une discussion concernant qu'est-ce qui se passe. Et vous dire justement, la partie de la vulnérabilité, c'est tellement intéressant pour moi. Alors, la fin de vulnérabilité, les gens qui parlent de résilience, ça, c'est l'approche d'Hollywood. Mais je pense que c'est un état qu'on veut s'impliquer quand, en reconnaissant qu'on est OK, oui, je veux parler de ces défis en temps réel et pas par la suite de, une fois que j'ai corrigé tout, genre, je pense que c'est important les trois histoires qui ont été partagées, c'est des beaux exemples, c'est quelque chose en continu et on travaille avec ces vulnérabilités et on les partage en même temps. Excellent. Merci beaucoup, John, pour ce partage. Tracy, maintenant, je vais citer vos paroles. Vous aimez m'intégrer dans cet espace postsecondaire. Pourquoi c'est une discussion fort importante pour vous? En premier lieu, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité. Je suis tellement humble en train de vous écouter, partager vos histoires, votre vécu. C'est vraiment un privilège et béni de faire partie de cette discussion. Je crois qu'il est important de vraiment de parler de la santé mentale des hommes dans les espaces postsecondaires pour deux motifs. Le premier, c'est vraiment les statistiques le démontrent. Alors, c'est une démographie qui est à risque pour, vis-à-vis des Suds et des actions de Sud et de Autotar. Alors, c'est très important que ces espaces postsecondaires reconnaissent cela. Ils mettent non seulement des ressources, mais vraiment de créer des forums et des espaces où les hommes peuvent s'exprimer et d'avoir ces espaces pour donner une voix à leur vécu. Et justement, cela, ça aide de pouvoir de développer les soutiens qui sont nécessaires et pertinents vis-à-vis de leur situation. Deuxièmement, je crois que les hommes sur nos campus veulent aborder ce sujet. Ils voient leurs besoins, ils cherchent les soutiens, mais peut-être ils n'ont pas les mots ni l'occasion de pouvoir s'attaquer à ce sujet de la santé mentale. Alors, pour juste vous partager une histoire, pour le mettre en évidence, alors, au cours de la dernière année, nous avons mené l'initiative où on nous a offert un événement pour rassembler les hommes pour s'attaquer à ce sujet de la santé mentale parmi les hommes. Alors, je suis en train de préconiser de ce sujet. Alors, j'avais mis différents éléments je les ai laissés dans la cafétéria. Alors, c'était assez tôt le matin. Il n'y a pas plusieurs individus dans la cafétéria. J'ai trouvé deux athlètes, un homme et une femme, et je leur dis, hey, désolé, est-ce que je peux juste mettre ça sur votre table? Et l'athlète, l'homme, il a pris ça. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? J'ai dit, ben, vous êtes invité à un petit déjeuner. Il m'a dit, moi, je suis invité à un petit déjeuner. Oui, on est en train d'offrir tout un petit déjeuner pour vous spécifiquement. Alors, comme ça, vous pouvez parler de votre santé mentale. Alors, on arrive. Non, sérieusement, c'est quoi exactement? Je lui dis, bon, alors, on est en train d'inviter tous les hommes sur le campus pour venir à cet espace, de profiter de la compagnie, de la bonne nourriture et de pouvoir parler de différentes initiatives en matière de santé mentale. Et lorsque je suis en train de dîner, il a pris son bras, il a donné un petit tape sur l'opelle de sa fille, de son ami, il dit, tu vois, je dis, les hommes ont besoin de parler de leur santé mentale. Et lorsque je partais, j'étais tellement impactée par le fait que justement, les hommes sont en train d'en parler, peut-être sont pas faire l'espace pour en parler par les autres, mais c'est là pour pouvoir créer ces espaces, de créer ces occasions. Et je crois que ça va être fort important d'offrir les ressources et pour pouvoir répondre aux besoins des hommes. Merci, Tracy. C'est une autre belle histoire. Alors, ça met en lumière différents points de John concernant l'impact de pouvoir créer les espaces et de... Alors, merci beaucoup pour cela. Alors, j'aimerais
aborder un sujet que vous avez mentionné, Joseph. Alors, vous avez parlé que vous étiez un étudiant international ou étranger et que justement que la solitude a joué un rôle important dans votre vécu. Alors, je crois que plusieurs des étudiants, ils sont éloignés de leur système de soutien et l'isolation et la solitude jouent un rôle dans leur expérience et on sait que ces éléments sont des facteurs de risque les plus importants pour le suicide, par exemple, y compris la consommation d'alcool. Mais j'aimerais vous parler de l'importance des relations et d'appartenance lorsqu'on est en train de soutenir la santé mentale des hommes dans des formats non cliniques. Alors, à travers des soutiens de pairs, alors différents autres formats. Est-ce que vous nous donnez, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Alors, je vais commencer avec des faits et par la suite, je vais le mettre en lien avec les autres éléments. Alors, alors, j'ai un ami ici à l'université, il avait sa famille à la maison. Alors, il était isolé, il était en train de vivre tout seul. La seule chose qu'il faisait, venir à l'école, prendre ses cours et par la suite, rentrer chez eux. Puis j'ai vu qu'il était en train de perdre du poids. Il mangeait de la nourriture saine, mais il perdait du poids. Il trouvait difficile de pouvoir s'exprimer lorsque je lui posais des questions. Et normalement, entre les hommes, au moins les hommes que je connais à l'énergie, les Nigériens, on aime faire des blagues, mais il n'était pas en train, il il était pas là. Alors, je me rappelle comment j'étais impactée. J'ai devais demander des questions. Je prends la parole, je suis très atypique comme homme à cause de mon vécu, mais je sais que, que les hommes font pas cela normalement. Alors, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et il manquait sa femme, puis il n'a pas vu ses enfants. Je pense que sa fille avait 2 ans. Alors, je m'ai mis en contact avec un conseiller. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. OK. Alors, j'ai pris l'initiative de lui demander à Tracy de l'envoyer un courriel simplement pour venir et avoir une discussion. Et je pouvais vous dire, ça l'a vraiment aidé. Alors, pour revenir, qu'est-ce que vous avez dit? L'événement de la santé mentale saine que nous avons offert, on était vraiment éblouis par la participation des hommes. Puis j'ai vu les gens qui étaient en train de faire un partage autour des tables. J'étais avec les gars qui sont en train de s'ouvrir. Je pouvais pas y croire. Mais l'inconvénient, je pense qu'il y avait seulement 2 ou 3 qui ont été des diplômés postsecondaires. Peut-être c'était trop facile, peut-être c'était pas un bon moment. Alors, on a commencé à voir comment on peut créer justement un cercle social pour ces hommes et femmes qui leur permet de s'exprimer. Alors, c'était facile pour nous de- d'inclure les hommes et les femmes parce que c'est un petit déjeuner pour les femmes, les hommes, c'est parce que on voulait éviter que les hommes se sentaient ciblés. Alors, c'était très intuitif de dire que c'était le petit déjeuner pour les femmes et hommes. Alors, c'était pas très difficile c'est pas compliqué pour les femmes de partager, mais je sais que c'est difficile pour les hommes à le faire. Alors, je pense j'ai vu plusieurs gars, ils étaient là, puis ils étaient en train de se parler. On a parlé de différents éléments qu'on a portés. Puis lorsque j'ai regardé dans la salle, personne était auprès de nous. Alors, il est en train de nous dire qu'il soit pour y aller avoir une chirurgie. C'était pendant la deuxième rencontre et qu'il serait pas présent pour assez longtemps. Puis c'était quelque chose qui portait tout seul, qu'il n'avait pas partagé et on espère qu'on pourrait l'envoyer prière. Et c'est ça qu'on a fait. Alors, on s'est mis en contact pour voir s'il allait bien. Et je crois que si on est capable de créer ce genre d'espace, je pense que on a vu que les hommes veulent pas parler, mais oui, on veut parler. Mais on a simplement besoin d'avoir cet espace pour pouvoir nous exprimer.
Alors, si on est capable de trouver un homme qui est en train de jaser, vous allez comprendre qu'on adore parler. On a simplement besoin d'environnement habilitant pour permettre que ça se produise. Je pense qu'il est capable de réduire le suicide et, et d'autres si cette porte est ouverte. Alors, ça, c'est exemple histoire. Merci beaucoup, Joseph. Alors, Connor, je pense que est-ce que vous voulez prendre la parole avant de dire au revoir? Oui, merci. Je pense que suite à cela, c'est tellement une belle histoire. Je vais très rapidement, désolée que je dois vous m'abandonner le cours, mais j'ai hâte à écouter l'enregistrement par la suite. Mais de mon côté, je pense que justement de l'appartenance et les hommes, je crois que le sport et les clubs, et je pense que justement les petites villes, alors on voit que si on avait saison de hockey et de baseball, c'est la manière dont on se rassemblait. Alors c'est ça qu'on faisait pour les espaces et de se guérir et de rire. De rire et croire que c'est difficile de passer justement de cet environnement. On est tous rassemblés, qu'on est toujours en train de, 5 fois par semaine, on est sur la glace en train de parler. Hey, voici ce qui se passe dans ma vie, voici ta. Alors, on trouvait justement ce sentiment d'appartenance dans ce club et ces sports. A different city when we attend post-secondary, we lose a lot of that. You age out On from perd hockey. beaucoup de tout ça. On cherche, on veut faire du baseball quand on a 18 ans, des choses comme ça. Puis on faisait ça 5 fois par semaine, puis finalement, on perdait les connexions. On se distribue partout dans la province ou partout dans le pays ou même dans le monde. Alors, moi, quand je parle de sentiment d'appartenance, ben, il faut mettre ça, il faut mettre l'accent là-dessus au secondaire. Et pas juste prendre un verre ensemble, là. L'appartenance, c'est pas juste la consommation d'alcool puis des parties, il y a d'autres façons de faire ça aussi. C'est pas nécessairement des gros clubs sportifs, mais des petites choses qu'on peut faire pour accentuer ce sentiment d'appartenance, pour faire des amis, pour parler et pour guérir ensemble. Et puis, le partage va se faire naturellement parce que, alors, on aime parler, hein, comme Joseph l'a dit. Finalement, nous aussi, on aime ça parler. Il faut qu'on se sente à l'aise. Les Autochtones, souvent dans les cercles, quand on peut manger ensemble, ben là, le sentiment d'appartenance, il est là. Alors, ça vient souvent avec la nourriture, ça. Alors, je vais laisser ça ici. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Connor. Mais s'il y en a d'autres qui ont des questions pour Connor, ben, vous pourriez mettre ça dans les questions-réponses et puis on lui acheminera pour qu'il puisse y répondre. John, quelles sont tes opinions pour ce qui est de l'importance des relations et des relations entre les pairs? Les histoires qu'on entend sont vraiment très intéressantes. Il y a différentes choses qu'on essaie de reproduire dans des programmes qu'on met en place dans les campus et dans les communautés de façon plus générale. Quelques petites choses qu'on essaie toujours de faire, c'est de mettre ça dans une activité. Les gars aiment faire quelque chose en même temps qu'ils parlent. Pas seulement s'asseoir pour parler, hein. Si c'est un petit déjeuner, si on fait, par exemple, une campagne de financement, n'importe quoi qui puisse réunir les gars ensemble, ça marche vraiment bien. Euh, notre travail aussi nous indique que pas toujours face à face, hein, c'est dans des événements comme ça. Euh, alors, donc, l'environnement, c'est très important. Il y a différents principes comme ça qu'on essaie de reproduire, comme on vient de l'entendre. C'est le genre de choses qu'on essaie de reproduire, hein, parce que quand, euh, quand on, par exemple, le hockey, alors quand il y a des gens qui se marient, qui s'en vont ailleurs, etc., on peut perdre les collections comme ça que vous aviez dans vos plus jeunes années. Donc, on essaie de recréer ce sens de communauté, ce sentiment d'appartenance. Euh, pour, c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps toujours, hein. On essaie de créer vraiment des événements sociaux où les gens peuvent se reproduire. Merci beaucoup, John. Tracy, je veux aller un peu dans un autre sens, là, si je peux. Bon, j'aimerais reconnaître que les taux de dépression, de sentiments suicidaires sont plus élevés chez les hommes. Alors, il y a d'autres facteurs qui peuvent être combinés avec ça, qui peuvent avoir un impact sur la santé mentale des hommes.
les normes masculines, les visions culturelles sur la santé mentale, le fait d'appartenir à un groupe minoritaire, tout ça, ça peut avoir un impact. On sait que c'est important. Alors, comment les services peuvent être vraiment conçus pour ces sous-groupes-là, hein, que ce soit les groupes autochtones, LGBTQ, les étudiants internationaux? Comment est-ce que les services peuvent-ils être faits sur mesure pour ces groupes? Merci, c'est très important. Merci pour la question. On est tellement une petite université, nous, parce que cette question est toujours dans mon esprit. La raison pour ça, c'est que nos populations internationales croissent beaucoup. Joseph a raconté des bonnes histoires, des expériences comme étudiant international. Nos étudiants gradués sont presque tous internationaux. C'est vraiment la majorité, en tout cas. Alors, on voit ça comme un sous-groupe qui se développe à grande vitesse. Et, et je me demande comment moi-même, comme femme blanche canadienne, peut apporter de l'appui, des choses disponibles pour nos étudiants qui viennent de différentes expériences, avec des idées différentes sur la santé mentale, différentes expériences familiales différentes normes masculines que ce qu'on peut peut-être avoir ici dans notre petit campus de Ambrose. Une chose, pourquoi je suis très reconnaissant, c'est de travailler avec les étudiants comme Joseph qui ont ces connexions-là et qui créent des connexions que je n'ai pas moi nécessairement. Alors, dans notre équipe de pairs, une des choses que j'ai essayé de faire ces dernières années, c'est d'avoir des étudiants qui étaient des hommes d'abord, parce que souvent, la question de la santé mentale, c'est vu de façon très féminine. Alors, c'est important d'avoir des hommes. Merci, Joseph, d'être venu quand je vous ai appelé. Et aussi des étudiants qui sont internationaux ou qui ont différentes historiques de diversité. Alors, pour moi, une des choses que je veux faire, c'est de me positionner comme apprenante. Alors, je vous inviterai, vous tous là, qui peut-être faites partie de ces groupes, il faut se positionner comme apprenant. Il faut se fier sur l'expertise des autres. Je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour mettre les choses de l'avant, mais j'ai accès à des gens autour de moi. Et quand je me fie sur eux, j'apprends d'eux et je m'améliore dans ce que je fais. Ces connexions avec les étudiants, c'est extrêmement utile. Une chose qu'on a faite cette année, j'ai commencé à rencontrer nos étudiants internationaux, par exemple dans un repas le midi. Je me donne l'occasion de leur parler pour voir qu'est-ce que c'est que la question de la santé mentale, pour qu'on en parle tellement ici. Ah, il faut prendre sa vitamine D, etc. Alors, aussi, c'est important de mettre un peu en question certaines de nos notions. Ici à Ambrose, on travaille beaucoup. Alors, on veut remettre en question, euh, enlever les stigmatismes reliés au fait de demander de l'aide en matière de santé mentale. Par exemple, de la foi chrétienne, il y en a qui pensent que de demander de l'aide en santé mentale, ça va contre leur foi. Alors, on veut avoir de bonnes études en matière de bien-être, et puis ça touche la santé psychologique, santé physique, santé spirituelle. Tout ça, ça va ensemble. Et c'est comme ça qu'on va rendre des êtres humains plus solides. Alors, on veut combattre tous les stéréotypes. Alors, on a un petit groupe LGBTQ sur le campus. C'est assez petit à cause de la démographie de notre campus. Mais quand on a fait ce petit déjeuner pour les hommes, et on est vraiment allé les chercher et on a ouvert la porte ouvertement pour voir quel genre de message. On a réfléchi au message, comment on allait les accueillir, comment on allait les intégrer. Et on a vraiment ouvert la porte pour que j'ai des conversations avec ces groupes, pour ceux qui s'étaient identifiés comme tels, pour que je puisse avoir vraiment des bonnes discussions avec eux. Alors, ça, voilà, c'est ce que j'espère que ça répond un peu à la question. Merci, oui, tout à fait. Merci pour vos conseils pour ce qui est de s'entourer de personnes qui ont des expériences différentes.
pour qu'on puisse apprendre de très bons conseils. Daniel, que pensez-vous des meilleurs appuis qu'on peut apporter? Merci, Ed. Ben, j'apprécie vraiment cette conversation et ce panel. Alors, par rapport à cette question, j'ai lu quelque chose de Brené Brown récemment, le concept de masculinité en- et se conformer aux normes masculines. Alors, ça date de 2003, ce livre. Alors, les attributs de la masculinité traditionnelle, le contrôle émotif, prendre des risques, de la violence, d'être, d'être, d'être autonome, mettre l'accent sur le travail, le dédain de l'homosexualité, et puis tous ces stéréotypes-là. Et quand je lis cette liste-là, je pense que là, tout est là pour créer de la mauvaise santé mentale. J'ai regardé la conformité à ces normes masculines, ça donne un rapport inverse à la bonne santé mentale. Alors, et à la l'utilisation de substances toxiques, etc. Alors, donc, dans un cadre universitaire, par exemple, si on essaie d'aller demander de l'aide, c'est important, mais il faut d'apprendre de Connor, par exemple, de Joseph, de votre expérience avec le travail entre pairs, les petits déjeuners dont on a parlé, aussi les expériences de personnes queer et l'intersectionnalité avec la masculinité. Il faut partager cette idée que la visibilité, c'est important. La masculinité a beaucoup à apprendre d'expériences de personnes qui ont parlé aujourd'hui. La visibilité, c'est important. La permission, il faut donner la permission de ces services-là pour qu'on puisse partager, d'être présent, c'est essentiel. Et je pense que on peut avoir une approche large. Qu'est-ce que les hommes font déjà dans leur communauté? Comment on peut appuyer ça et construire à partir de là? Un exemple, c'est une petite ville au milieu de l'Alberta qui a un gros lac, c'est une destination touristique l'hiver. On peut faire de la pêche hivernale, là. Je pense qu'il n'y a pas de poisson dans le lac, là. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas de poisson. Mais c'est une façon pour les hommes de se réunir, pour qu'ils puissent se parler. Et puis, c'est vraiment la raison de cette pêche-là. Mais c'est l'idée, là. Euh, je pense se demander la question pour ce qui est d'offrir les services, est-ce que c'est pour ça qu'ils sont là? Euh, Se demander, d'être curieux. euh, Quand les hommes demandent de l'aide, justement. J'ai appris beaucoup, moi, de Cameron Carnes, qui est un survivant d'une tentative de suicide. Il a essayé de se lancer du Golden Bridge à San Francisco. Il m'a raconté des choses. Euh, il était en état de psychose. Il avait des problèmes de bipolarité. Il est allé au registraire et il disait qu'il allait tout abandonner, tous ses cours, sans indication de raison ou quoi que ce soit. Et j'ai pensé à ça et c'est resté avec moi. Ça, c'est un moment critique, là. Alors, c'est vraiment une alerte, là. Ça prend un système d'alerte comme ça, des petits drapeaux rouges qui se lèvent. Euh, et le standard pour les étudiants universitaires, ça aide d'inspirer et d'informer les institutions universitaires pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de façon très flexible là, euh, au sein de la culture dans l'organisation pour avoir cette approche-là vraiment pan-campus. Euh, je pense que la norme peut être utilisée pour ça.
Ah, oui, merci pour ces commentaires, Daniela. J'ai grandi en Alberta et je suis allé à ce lac. Effectivement, j'ai pas souvenir. Je pense effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de poissons dans ce lac-là. Alors, euh, alors, on commence à manquer de temps. Il y a différents sous-groupes. Joseph, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de faire un peu un travail sur mesure, là? Euh, Moi, je jouais au soccer et d'une façon, il fallait inviter les hommes. Alors, il fallait parfois peut-être qu'une façon que les gars viennent, c'est peut-être d'inviter les filles aussi. Euh, il faut avoir une communauté à qui parler. Et je pense que euh, on a des réunions, on a seulement 3 personnes, 2 personnes, 5 personnes, 10, mais on n'arrête pas pour autant, on continue. On doit créer ces espaces de façon intentionnelle pour dire que vous soyez ou pas, il faut faire comprendre que l'espace est là. Jusqu'à temps qu'on découvre qu'on a besoin d'un espace, ça va rester important. Parfois, on laisse tomber l'idée que les gars sont pas prêts à ça. Quand on commence quelque chose, eh bien, euh, euh, il ne faut pas se dire, ah, les gars viendront pas. L'idée, c'est, comme moi je l'ai dit plus tôt, la nourriture, c'est très important. J'ai vu cela à plusieurs reprises. Alors, je sais que si vous incluez la nourriture, alors je ne sais pas si c'est quelque chose que tout de même. Alors, une fois que vous invitez les hommes à un événement et vous incluez la nourriture, on est plusieurs qui se présentent. Alors, c'est un moment de partage et de prendre la parole et de faire preuve d'écoute. Alors, je pense d'inclure la nourriture, c'est une stratégie. Alors, des fois, c'est pas justement que ça soit simplement un événement pour les hommes. Alors, que ça cible les hommes. Alors, on n'essaie pas à les tromper. Ah, mais c'est pas dit que j'ai une cible, qu'ils sont pas, ils se sentent pas ciblés. Je me suis rendu compte que les hommes n'aiment pas cela. Alors, alors je sais que ma génération n'aime pas se sentir ciblé. Alors, c'est quelque chose qui est uniquement dédié aux hommes. Alors, c'est vraiment, c'est comme un confinement. Alors, on va se retirer. Mais si c'est quelque chose qui implique d'autres personnes qui sont là, alors personne n'est en train de, tu sais, ils font éventuellement s'ouvrir. Je pense que ce serait une belle stratégie à utiliser parce que pour pousser ces éléments avec le temps, qu'ils voient que c'est un espace sûr, ils vont inviter les autres à y faire partie aussi. Merci. Maintenant, je vais céder la parole à John vis-à-vis ce sujet et par la suite, on va penser à d'autres éléments. J'ai plusieurs questions que j'aimerais vous poser, mais je ne peux pas être trop égoïste. Je dois permettre l'auditoire à poser leurs questions. Alors maintenant, on va poser des questions du public. Si vous n'avez pas encore envoyé vos questions, n'hésitez pas à les envoyer en utilisant la fonctionnalité de questions-réponses, Q&A. Katie est en train de surveiller les questions que vous êtes en train de partager et par la suite de me l'envoyer. Alors, on va pouvoir passer la période de questions-réponses sous peu. Mais John, je vous cède la parole concernant comment on peut justement personnaliser les services pour répondre aux besoins de certains sous-groupes d'hommes. À titre d'exemple, alors justement, 2 tiers de les gens qui reviennent à l'université, et c'est des vétérans. Alors, il faut travailler avec le contexte et là, pour se présenter différemment. Alors, peut-être que les gens qui reviennent de l'école quand ils étaient petits jeunes qui n'ont pas eu cette expérience militaire. Alors, on essaye de les intégrer dans la communauté avec des soutiens de logement, aussi avec des orientations vis-à-vis des cours disponibles parce que de pouvoir mettre en place un encadrement, différentes stratégies pour pouvoir s'adapter aussi, la COGIL a été
qui existent auprès des communautés militaires. Alors, à titre d'exemple d'un sous-groupe on peut peut-être prendre en considération dans l'université, alors, alors, toute la partie de l'espace de masculinité, il y a un mouvement vers une masculinité inclusive. Et ça découle de Henderson. Alors, c'est vraiment, c'est basé sur la masculinité contemporaine. Alors, je suis d'accord avec ce ligniment justement de, d'être menotté par l'anxiété. Alors, il y a justement une génération de jeunes hommes qui ont différentes valeurs et vertus qui sont basées sur les forces. Alors, je pense que c'est une question fort importante à, à soigner parce que je crois qu'il est important qu'il est à la hausse et je crois auprès des communautés, par exemple les universités, je pense que la plupart des éléments qui ont été partagés aujourd'hui, c'est de pouvoir nous aider à croire cela, de créer cet espace sécuritaire. Alors, à nouveau, j'aimerais mettre en avant cette idée de travailler différents groupes, mais aussi de pouvoir d'assurer cette inclusivité, différents éléments que nous tenons encore, tels que la diversité et l'inclusion. Merci, John. Alors, j'aimerais remercier tous les panélistes pour d'avoir pris en considération les questions. On va ouvrir les planchons pour les questions. Alors, je vois quelques questions dans la boîte de clavardage. Alors, merci pour cela, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos commentaires. Alors, peut-être on va simplement pouvoir répondre une ou deux questions en direct, mais j'ai toutes les questions inscrites, comme ça on va pouvoir vous revenir. J'adore que la plupart des discussions portaient justement sur la solitude et de pouvoir rassembler les individus, que ce soit des déjeuners ou la pêche ou d'aller prendre des marches, des activités de vraiment côte à côte. Alors, j'aime bien beaucoup qu'on parle des relations et des liens parce qu'il y a tellement de recherches qui démontré que la qualité et la fréquence des connexions sociales jouent un rôle important pour assurer notre bien-être, que ce soit notre bien-être émotionnel ou physique. Mais tel que mentionné par Joseph, on voit justement, on, on voit qu'il y a plus de sentiments de solitude, d'isolation. Alors, dans le cas du fait que l'inclusion sociale est tellement important pour l'espace, pour le bien-être. Est-ce que vous croyez que ça existe et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout cela? Et je peux diriger cette question à vous, Tracy. Merci beaucoup, Ed. Alors, est-ce que c'est inclusif envers les hommes? Excellente question. Alors, notre campus, par exemple, est principalement des femmes. Alors, je pense que c'est 2 à 1, en effet. Alors, il y a 2 hommes pour chaque femme. Alors, il y a beaucoup de compétition pour avoir des relations. Plusieurs hommes ont partagé qui sont ciblés. Les femmes sont en compétition. Je sais pas. Je sais, peut-être vous pourrez en parler davantage, mais je suis pas certaine que c'est le cas. À différentes, on n'a pas des résidences de co-éducation. Alors, il y a la camaraderie parmi les élèves qui vivent dans ces résidences, mais la plupart des étudiants ne se vivent pas sur le campus. Alors, je crois Alors, oui, on fait face à un défi pour créer des espaces plus inclusifs. Joseph, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a différentes activités qui sont menées auprès des écoles aident avec cela. Alors, les équipes de sport, alors les gens, ça va faire du gym ensemble, ils font du soccer, du basketball. Et ma crainte, c'est pour les hommes qui ne sont pas des athlètes, qui ne font pas partie d'une équipe. Alors, comment ils vont trouver leurs espaces? Alors, j'ai commencé à l'extérieur de l'école. Auparavant, je le faisais, mais maintenant, on aurait trop achalandé. Alors, une fois par mois, je faisais un lunch ou un dîner, surtout pour le groupe africain, parce que normalement, ils se sentent beaucoup plus isolés. Alors, j'envoie cela, puis ils viennent chez moi et on vient juste avoir un repas et par la suite, on s'en va à un parc et on fait cela ensemble pour pouvoir créer ce niveau de collégialité. Alors, on se sent pas exclu.
Et surtout avec nous, dans des petits espaces, des espaces restreints à notre université, un des éléments que les écoles peuvent faire, c'est de pouvoir différents pas sur ces groupes, peut-être peut-être identifier une activité, un jeu, comme ça vous pouvez vous présenter et participer. Cela peut vraiment préconiser et informer la création de liens et d'amitié. Je pense que les activités sont un bon rassembleur parmi les hommes. Merci beaucoup, Joseph. Alors, plusieurs des participants sont en train de demander la question suivante. Alors, est-ce que vous avez des idées supplémentaires ou des lieux ou des véhicules que peuvent être réutilisés pour rassembler les hommes? On va parler des petits déjeuners, des activités de côte à côte. Alors, John, à travers votre expérience ou votre recherche, peut-être, pourriez-vous partager avec nous d'autres mécanismes, outils, combien réussi que ce soit justement des mentions ou d'autres véhicules pour pouvoir rassembler les hommes pour offrir ce soutien de pair? Intéressant, oui. Alors, à titre d'exemple, qui pourrait être utilisé dans les campus, alors justement, les mansions, ça a bien fonctionné en Australie parce que c'était financé au gouvernement. On voit aussi au Canada, il y a plusieurs initiatives qu'on est en train de mener. Alors ça, c'est juste où il y a des mecs qui se rassemblent, il n'y a aucune pression d'y arriver à une certaine heure. Alors, ils travaillent sur différents projets ensemble. Alors, c'est fondé sur les activités, ça donne vraiment des objectifs. Et les gars les plus costauds sont intéressés, mais il y a toute la question de temps. Parce que des fois, on essaye de pouvoir convaincre des gars que ça va être du temps bien utilisé parce que, à nouveau, c'est de pouvoir offrir des incentives. Les hommes autochtones qui font face à des défis en matière de pauvreté et d'itinérance, ça fonctionne à ses pieds parce qu'on est capable d'inclure ces individus auprès d'un groupe. Alors, ils ont un bon repas, ils coupent leurs cheveux, ils sont inclus dans cet espace, puis les discussions ont lieu concernant la santé, la manière dont que les gens comme, se portent. Alors, je crois que on devrait prendre en compte ces principes lorsqu'on vise à mettre en place des initiatives auprès des communautés et universités. C'est donner ce sentiment d'appartenance. Alors, leur donner quelque chose qui va justifier le temps qui vont passer avec autrui. Il y a certains élèves qui sont tellement occupés, ils ont des temps, des emplois à temps partiel, ils ont leurs études. Et alors, il y a beaucoup de pression. Alors, ça doit apporter une valeur ajoutée et ça doit être vu euh, et, et impliqué en amont. Alors, voici quelques idées que je pourrais partager. Merci beaucoup, John. J'aimerais remercier à tous les membres du panel pour votre partage, pour pouvoir vraiment nous informer. Alors, c'est tout le temps que nous avons pour les questions. J'apprécie vraiment l'occasion de pouvoir participer et d'être impliqué dans cette discussion. Alors, j'aimerais remercier à toi. Alors, sur ce, je vais céder la parole à Amy. Merci encore. J'aimerais, à titre de rappel, suite à les sujets de webinaire, on a partagé des éléments assez durs qui portent sur la santé mentale et d'autres. Alors, ça a besoin de soutien. N'hésitez pas que vous avez des soutiens disponibles qui pourraient être répondre à votre besoin. Alors, on va inclure toutes les ressources à votre disposition dans la boîte de clavardage. Alors, prenez une copie et munir de cela. Alors, j'aimerais vous remercier à nos merveilleux panélistes pour d'avoir partagé leur temps et leur expertise avec nous aujourd'hui et nous d'avoir vraiment contribué à une belle discussion. Clairement que ce webinaire a vraiment inspiré l'auditoire pour créer des espaces pour les hommes. Alors, je pense que vraiment ce webinaire va pouvoir contribuer à nos efforts collectifs pour assurer le bien-être et la santé mentale dans les espaces postsecondaires. On vous invite à regarder différentes ressources et on a aussi partagé ces soutiens dans la boîte de clavardage. J'aimerais me remercier l'auditoire d'être présent et d'avoir participé à cette discussion fort importante.